Bonjour à tous, bienvenue dans le Vendée Live, l'émission quotidienne du Vendée Globe. Après 66 jours de course, 32 skippers sont encore sur la route et chacun tente, comme il le peut, de trouver les bons alizés. 風のないと風の吹かせる方法が実はあるんです。梅干しの種を海に投げると風が吹くと言われてます。はい、ということで梅干しの種を捨てて風を起こしたいと思います。梅干し持ってきてます。頼むよー。 Affaire à suivre donc pour Kojiro Shiraishi, le skipper japonais. En attendant, sachez que la prune salée appelée umbushi est un mets traditionnel très apprécié au Japon et qu'elle a des qualités médicinales qui neutralisent notamment la fatigue. Voilà, et la fatigue qui fait partie désormais, vous vous en doutez, du quotidien des coureurs. Et justement, on va revenir sur l'actualité de la flotte avec notre expert météo et stratégie toujours présent, Étienne Saïs. Salut Étienne. Salut Edwige. Et notre invité aujourd'hui serait peut-être également preneur de cette prune salée, ce remède contre la fatigue. Il vient de boucler son premier tour du monde en 65 jours. Il est désormais et à jamais le deuxième de cette édition 2024-2025. C'était hier et le voilà déjà aujourd'hui avec nous en plateau, Johan Richomme. Bonjour Johan. Et le public est aussi évidemment invité toujours plus aujourd'hui. Johan, au vu de tes vitesses, il semblerait que toi tu connaisses bien cette prune salée. Est-ce que tu connais cette tradition? Non, pas du tout, non. Non, mais je pourrais peut-être en avoir besoin, ouais. Oui, c'est ça, contre la fatigue. Oui, oui, que celle de la course, bien sûr. Mais évidemment, évidemment. Depuis 24 heures, justement, Johan, tu n'as plus besoin de vent, hein, mais même si on imagine évidemment que le rythme reste encore très rapide. Mais raconte-nous, après 65 jours, sans vraiment dormir, sans vraiment te laver, soyons honnêtes, qu'est-ce que ça fait d'avoir un lit qui ne bouge pas, des toilettes qui ne bougent pas et une douche vraiment chaude? Bah écoute, c'est bizarre, mais le lit bougeait un peu hier soir quand même. Pourquoi? On ne dira pas tout. J'avais un peu le rythme encore dans la tête, hein, ça faisait... La musique était forte. Écoute, du coup, j'ai aucune sensation parce que je me souviens pas de ma nuit. C'est moche. Écoute, non, c'est super agréable d'avoir pu profiter de l'arrivée, profiter de la journée et de la soirée jusqu'à peu tard. Oui, en étant très raisonnable, évidemment. Et voilà, et écoute, je me remets doucement à marcher, surtout... très raide, enfin j'ai eu la chance, mon ostéopathe est venu et j'ai déjà eu 2 séances et il m'a jamais vu comme ça, tout est coincé de partout, c'est quand même le symbole de la dureté de ces bateaux, quoi. C'est vraiment traumatisant pour les corps et c'est pas neutre sur nous. Ouais, et ça c'est effectivement important de le rappeler au-delà de la blague. Alors tu as donc franchi la ligne ce mercredi 15 janvier à 7h12 après 65 jours, soit moins de 24 heures derrière Charlie Dalin. As-tu finalement eu le temps de te rendre compte de cet exploit? C'est vrai que quand tu es un peu dedans, non, pas tant que ça. C'est le sentiment en plus qui prédomine, c'est le temps qui est passé tellement vite. Moi j'ai l'impression que vous avez été là depuis le 10 novembre. On n'a pas bougé. Personne n'a bougé. C'est dingo. Alors je suis obligé de me forcer à me souvenir de la course, des différents moments. Et d'ailleurs j'ai dû rejouer la carto pour me souvenir un peu de ce qui s'est passé. C'est juste incroyable, quoi. La mémoire est totalement effacée. Alors c'est peut-être dû au manque de sommeil aussi un petit peu. Et du coup, non, c'est un peu difficile de réaliser. Et puis voilà, l'envie d'avancer, d'avoir de nouveaux projets, alors qu'en fait, il faut juste se calmer et se poser, quoi. Et juste profiter, ouais, effectivement. Alors avec Charlie, le vainqueur, vous avez donc évidemment mené la flotte du début à la fin. Tu n'as laissé aucun répit à celui que tu connais par cœur, Charlie. On dit que pour faire un bon vainqueur, il faut des bons concurrents. Mission réussie. Ah oui, sur ce Vendée Globe, en tout cas, en termes de concurrents, on était servis, ouais, c'est clair. Voilà, je parle de toi et Charlie, évidemment. Oui, je comprends aussi, mais bon, ouais. Non, c'est vrai qu'on a eu un bonne bagarre depuis le milieu du Pacifique à peu près, tous les deux là. Ouais, c'était. Mais je sais pas, j'avais l'impression que c'était tellement naturel que moi je le vis normalement, mais en fait en soi c'était un duel assez exceptionnel, comme on a pu voir par le passé avec Armel Lecléache et François Gabard par exemple, ou des choses comme ça. Et c'est vrai que moi ça devient de la régate de très haut niveau sur les océans.
Et voilà, j'ai envie de dire, bah, voilà, on a un vainqueur un peu naturel de par son expérience sur le Vendée Globe. Et puis, bah, voilà, il a un bateau fantastique et tout. Tout était dans son sens pour gagner ce Vendée Globe et c'est assez génial et je suis content pour lui. Ouais. Johan, vous êtes donc, on l'a bien compris, 2 à avoir bouclé cette 10e édition. Il en reste 32 en course. Et parmi eux, eh bien, Damien Seguin, qui est avec nous aujourd'hui en direct. Le skipper à Piscille se trouve en 18e position dans le groupe de Jean Le Cam. Bonjour Damien, à l'heure où on évoquait la fatigue il y a quelques instants dans l'émission, comment te sens-tu, toi qui nous offres le soleil ? Ouais, bonjour à tous. Ouais, ben voilà, je vous offre du soleil. Et permettez-moi avant tout de féliciter Johan, hein, mon copain. Voilà, tu nous as fait rêver, enfin tu m'as fait rêver en l'occurrence avec cette course extraordinaire. Donc voilà, chapeau à toi, tu mérites amplement cette superbe récompense, ce super résultat. Donc profites-en mon copain. Voilà, c'était génial à suivre. Mais j'ai pas l'impression d'avoir vécu la même course. Et de mon côté, c'est un peu plus compliqué. La seule chose que j'ai de mieux que toi en ce moment, c'est le soleil peut-être. Mais voilà, comme tu vois et comme vous voyez, ça avance pas très vite à bord de groupe à Piscille. Il y a 24 heures, j'étais encore dans le front avec 35 nœuds de vent, à tirer des bords au près et à taper. Et puis là, je me retrouve dans de la pétole. Donc voilà, c'est un Vendée Globe qui est particulier pour moi parce qu'il n'y a pas grand-chose qui passe au niveau options, météo, etc. J'ai l'impression de faire pas mal de choses alors je vais pas dire à l'envers, mais en tout cas de manquer de vraiment réussite sur les choses que j'entreprends. C'est très rare que j'arrive à faire de la ligne droite vers le but. J'ai pris je sais pas combien de dépressions dans l'hémisphère sud, et puis là la remontée de l'Atlantique Sud, c'est juste un petit enfer à vivre. Vous vous rendez compte qu'il y a des bateaux derrière moi qui ont repris plus de 2000 km sur moi, tellement on n'avance pas. Tellement on n'avance pas, on bute toujours sur quelque chose. Bon voilà, mais sinon ça va, j'ai le moral et puis je suis pas trop fatigué. Ce qui n'est pas le cas pour tout le monde, Damien, ici sur ce plateau. Donc tu l'as compris, Johan est avec nous. Vous êtes amis depuis plus de 15 ans sur l'eau, bien sûr, mais aussi dans la vie privée. Johan, tu as forcément un mot, même peut-être des questions pour Damien. Bah ouais, déjà, salut mon dada, hein, parce que on en a quand même fait pas mal. Hein. Si je suis là aujourd'hui, c'est en partie grâce à lui. Alors c'est en partie grâce à beaucoup de monde, mais Damien, il m'a fait confiance en 2011 en m'emmenant sur la Transat Jacques Vabre avec lui. On en a fait 3 ensemble. J'ai eu la chance de l'accompagner sur le Vendée Globe la dernière fois, de lui faire la sortie du chenal et le retour. Donc je lui dois beaucoup. C'est lui qui m'a emmené à la route du Rhum la première fois aussi. Et voilà, il m'a donné l'envie de faire autre chose que du Figaro. Et ben écoute, ouais, voilà, je sais qu'il vit un Vendée Globe pas évident. Et pourtant, je lui connais voilà, tout son talent, enfin, et son abnégation. Je sais qu'il lâche jamais rien. Donc c'est sûr qu'on vit des Vendée Globe très différents selon les différentes zones dans lesquelles on se trouve au classement, j'ai envie de dire. Donc voilà, j'espère que... Alors je t'avoue, je n'ai pas regardé la carto ce matin, hein. Excuse-moi, j'arrive, je suis pas très frais. Et du coup, c'est quoi la suite pour toi, mon dada? T'as chopé un peu l'air de l'anticyclone, tu remontes doucement? Ouais, j'ai eu la donnante, donc je suis passé derrière le front, du coup, j'avais choisi cette option-là, donc j'ai trouvé du vent à donnant pour faire de la ligne droite jusqu'à l'équateur, et puis j'attends que le vent rentre un petit peu. C'était pas prévu qu'il y ait de la molle comme ça, mais bon, écoute, j'attends, ça devrait rentrer un tout petit peu là dans la fin de matinée, début d'après-midi, et puis voilà, essayer d'allonger un tout petit peu la foulée, et puis ça va être un grand bord tribord jusqu'aux Açores pour nous. Et c'est pas encore bien défini la suite du schéma météo, mais voilà, écoute, je prends les choses comme elles viennent, j'essaye de prendre soin de moi, de prendre soin du bateau aussi. On a tous les deux un petit peu souffert, et voilà, on arrive à profiter quand même des bons moments là, en ce moment. Ah ouais, c'est un endroit spécial, hein, l'Atlantique Sud. Alors toi, c'était ta 2e fois au moins. Mais c'est vrai que la météo est quand même hyper instable, c'est compliqué de faire des plans sur l'avenir. Il y en a qui s'en sortent mieux que toi, tu comprends pas pourquoi. Alors moi j'ai vécu ça aussi du coup avec Charlie qui m'est passé juste à côté alors qu'il avait 100 000 de retard et il m'a collé 100 000 de plus. Voilà, c'est un peu, ça fait partie des endroits vraiment délicats et là où peut-être l'expérience paye aussi hein,
dans cet Atlantique Sud. Bah, en tout cas, je te souhaite plein de courage, mon gars. Et puis déjà, c'était un bon bord jusqu'aux Açores tout droit. C'est quand même la partie plaisante de ce Tour du Monde. Donc, kiffe un bon coup. Envoie du gros sur le retour et puis je t'attends à l'arrivée. Damien, un mot, oui. Excellent. Bah, merci, bah, je prends tout ça, je prends toute cette énergie et puis et voilà, moi ça donne une arrivée à peu près dans 15 jours. Donc voilà, je vais suivre tes conseils, je vais kiffer et puis je vais essayer d'aller le plus vite possible vers l'arrivée. Ouais, mais du gros son, ça va aller vite. Ça pousse plus vite. Merci Damien d'avoir été avec nous en direct dans ce Vendée Live. Avec ton ami de toujours, le désormais dauphin de cette 10e édition. Et le public, tu l'as compris, des Sables d'Olonne qui t'attendra avec Johan pour ton arrivée. Alors Johan, on l'a dit, hein, effectivement, vous vous connaissez depuis très longtemps avec Damien. À une époque, tu disais qu'il allait devenir une légende de la course au large. Malgré là, peut-être une course un peu en deçà. Malgré tout, ça reste un exemple. Oui, carrément. Bah, y a des courses qui se passent mal. Hein. C'est pas tous les jours tout droit, tranquille, les bons résultats. Répéter des performances, ça n'a rien d'évident. Je pense que tous les sportifs connaissent ça en plus dans leur carrière. Hein. Personne n'est jamais numéro 1 mondial du début à la fin de sa carrière. Donc voilà, écoute, un Vendée Globe difficile pour lui. Il n'empêche que le garçon a un talent énorme. Je ne sais même plus son palmarès, il n'est pas moitié 2 fois champion olympique. C'est ça. Il a déjà aussi une carrière olympique. Et puis c'est un exemple notamment... Juste, quand tu vis des projets à côté de lui, c'est vraiment impressionnant. Et voilà. Et donc j'ai eu la chance de partager de nombreuses choses. On partage un hangar ensemble à Lorient. On a préparé nos projets côte à côte. Voilà, un mec exceptionnel. Ouais, et puis on va le rappeler, effectivement, c'est aussi un exemple, hein, puisque notamment grâce à lui, eh bien, le skipper chinois s'est dit moi aussi je peux le faire ce Vendée Globe. Alors on va revenir nous sur ton Vendée Globe, Johan, et sur un des moments forts, c'était ton passage au Cap Horn que tu as franchi en première position. Tout était réuni, tu étais alors donc premier de la course, le temps était clair et tu es passé assez près pour profiter du moment. Raconte-nous, on voit ces images extraordinaires. Oui, j'ai eu la chance. Je suis arrivé un petit peu trop au nord et du coup, j'ai dû faire des petits bords de recalage, voilà, et qui m'ont fait passer à ras, hein, puisque je dois être à moins de 2 km de la pointe du caillou de l'île. Un moment magique, hein, la luminosité, elle était dingue. Alors, c'est un endroit où, quand même, globalement, il ne fait pas très beau, très souvent. Donc, statistiquement, de trouver la journée, de passer le jour un jour où il fait beau, et de passer avec un copain à côté, c'est quand même exceptionnel. Et ça restera gravé. C'est un endroit qui est quand même loin. Enfin, très loin. Ouais, mais je l'avais regardé sur une carte, tu vois, je savais où c'était, quoi, globalement. Mais quand tu es en bas et que tu te dis qu'il faut que tu remontes en haut, ouais, tu comprends que tu n'es pas rendu. C'est vraiment l'autre bout du monde. Et j'avais la chance d'avoir visité ce coin avec mes parents 2 ans auparavant et j'avais été saisi par la force de la nature là-bas. Et tu sens à quel point tu es dépendant de la nature. C'est fort, c'est froid, le vent est lourd. Il y a les glaciers juste à côté, c'est intense. Oui, c'est ça. On n'est que de passage. Enfin, vous n'êtes que de passage, vous les skippers, dans ces lieux-là. Alors, au-delà du Cap Horn, tu as su nous faire partager aussi la beauté du globe, malgré un pied toujours sur l'accélérateur. Raconte-nous notamment l'île de la Trinidad. Ouais, ça c'était super sympa, effectivement. Bah, déjà, les conditions. Donc là, c'est après là où va être Damien bientôt. Il fait chaud, il fait beau. Et là, je me réveille d'une sieste et je vois le ciel orangé. Parce qu'en plus, ça rend super mal en vidéo. Là, le filtre iPhone, il marchait pas bien. Je sais pas pourquoi. C'était vraiment plus beau en vrai. Et orange et tout ça. Et puis d'un seul coup, je suis dans mon siège et puis je lève la tête. Ah, wow. Et là, en fait, je vois l'île en fond. Et en fait, elle était assez loin. Il y avait quand même pas mal de kilomètres. Mais bon, ouais, l'effet d'optique et le lever du soleil, elle était juste devant moi. Et voilà, vraiment des beaux moments. Et c'était ce que je préférais quasiment dans ce Tour du Monde. Alors, c'est parce que j'ai pas vu beaucoup d'animaux non plus. Mais de voir la Terre, c'était quand même magique. Et merci aussi de nous faire partager ça, parce que c'est aussi ça, le Vendée Globe, c'est voyager avec vous. Alors, tu évoquais à l'instant le Cap Horn, le dernier cap à franchir pour les coureurs, avant de mettre le clignotant à gauche. Et c'est toujours une étape intense, regardez. Cap Horn ! 20 ans que je l'attends, putain, 20 ans! Je suis trop content. Allez, on rentre à la maison maintenant. Ciao, je vous embrasse tous. L'émotion, forcément, après 65 jours. Effectivement, on peut l'applaudir, cet Antoine Cornic, qui ne cesse de lutter
Alors après 65 jours de course, il y a donc ceux qui passent le Cap Horn, il y a ceux qui sont déjà à terre et puis il y a les autres aussi. Alors Étienne, donne-nous des nouvelles de la flotte. Eh bien oui, hein, on va y aller en image 3D hein, avec Denis, Manu Cousin, Fabrice Amédéo, toujours dans le Pacifique. Ça se termine pour Jin Kunchu, Antoine Cornic, hein, on l'a vu. Oliver Heer à l'ouest des Malouines et à l'est, pardon. Et c'est Éric Bellion hein, aussi qui repart en course. Alors, il ne va pas être classé, mais en tout cas, on sait qu'il va faire son maximum pour arriver dans le chenal des Sables d'Olonne. Le groupe entre Violette, Arnaud Boissière, on voit, hein, c'est très bleu, ça avance pas très vite, ça a l'air assez compliqué au niveau météo. C'est Guirec Soudé qui, lui, a réussi à trouver un petit chemin, peut-être pour rejoindre Jean Lecam, Alan Roura et Damien Seguin. En parlant de Jean Lecam, je sais qu'il y a eu des déçus hier. Où est Jean? Eh bien regardez, Jean, on a expliqué, il a cassé son étai. C'est son équipe qui nous a expliqué ça. Il a cassé son étai, c'était avant-hier. C'est ce qui explique un peu les traces un peu compliquées pour Jean. La bonne nouvelle, c'est qu'il a réparé, Jean. Donc voilà, il repart en course. Et on espère que ça va mieux se passer. Damien Seguin, on ne va pas remuer le couteau dans la plaie. On sait que c'est un moment difficile pour lui. C'était plutôt l'inverse pour Tanguy Le Turquet et Benjamin Ferré qui, eux, ont réussi à remonter. Alors qu'on voit Romain Athanasio, ça y est, il a retrouvé du vent. Il file vers le nord, direction le poteau noir. Le poteau noir dont est sorti Benjamin, Clarisse et Samantha. Pour rejoindre aussi peut-être le groupe avec Jérémy Bayou, Justine Métro, toujours à la 8e place. Ça se passe très bien pour Justine. Et enfin, Sébastien Simon qui va bientôt arriver au Sable d'Olonne. Il y a une arrivée prévue dans la nuit avec un chenal demain matin. Le classement, et Étienne, sache que les vitesses, c'est sur l'eau. Hein. Voilà. Alors, au niveau du classement, peu de changements. Pour le moment, on n'a pas eu beaucoup de changements. On n'a pas des vitesses incroyables, mais c'est aussi une question que je voulais poser à toi, Johan. Souvent, on a vu dans les vacations, même pendant que tu parles, tu étais toujours un peu impressionné par la vitesse du bateau, même dans le Grand Sud. On a l'impression que c'est tout le temps rapide, toujours vite. Tu as réussi à t'habituer, le bateau est de plus en plus vite. Raconte-nous un peu à bord et les performances des bateaux. Ouais, on s'habitue, hein, l'humain est bien fait pour ça. On arrive à s'habituer à des conditions de vie assez difficiles. Mais les bateaux, ils sont juste impressionnants. Enfin, il faut réaliser qu'on commence à décoller sur le foil. Dans 13 nœuds de vent, on est à 20 nœuds. Le bateau, il commence à voler. Là, quand vous le voyez sur des images, il est au près, il est à 20 nœuds aussi, face au vent, enfin autant que possible. Et puis voilà, puis des fois, ça s'emballe et tu montes à 35 nœuds. Il ne faut pas grand-chose. C'est des bateaux hyper impressionnants et il faut trouver les leviers pour le maîtriser et pas se laisser emballé par la machine qui peut un peu s'auto-détruire d'une certaine manière. Donc il faut faire attention, c'est pas tout de les mener à 100%, il faut arriver à revenir avec des bateaux en bon état et ça c'est pas toujours évident. Que tu as réussi à faire. À peu près. On ne saura peut-être pas tout. On parlait... Johan, on parlait de l'extérieur. On t'a vu aussi durant les nombreuses interviews à l'intérieur. Hein, tu as donc sur ce super siège, sur ces vérins, face à la véranda. Ça joue aussi sur le moral et sur les conditions à bord, même si elles restent évidemment extrêmement dures. Ouais, je pense. Moi, j'ai trouvé ça super agréable de pouvoir passer du temps à regarder dehors, profiter. Effectivement, j'avais un siège amorti. Alors là, il est à moitié défracté, le siège. Je pense qu'on peut recommencer à zéro. J'ai cru qu'il allait casser avant la fin. Je l'ai réparé 2-3 fois. C'est une partie du jeu, à mon avis, clairement, c'est l'ergonomie et le confort à bord qui permet juste de pousser un peu plus les bateaux. Je pense que c'est pas vraiment une surprise que les deux bateaux avec les intérieurs les plus travaillés soient en tête au classement aussi. Donc on verra beaucoup d'évolution là-dessus dans la prochaine génération. Et clairement, moi, je trouve qu'il faut que je pousse encore les choses un cran plus loin en termes de confort, d'économie d'énergie, de fonctionnalité simple à bord. Parce que c'est vrai que rien que de se faire à manger, ça peut être compliqué. Donc voilà, il faut bien travailler ce sujet-là, c'est pas à négliger. Ouais. Et puis on va le rappeler, hein, tu étais finalement peut-être le seul bateau à avoir autant de fenêtres comme ça, presque une véranda. Alors avec Charlie, vous êtes donc les deux premiers à avoir bouclé cette 10e édition. Et dans quelques heures, eh bien, le podium devrait être complet avec l'arrivée de Sébastien Simon. Ce matin, il répondait à sa dernière interview en mer avec Perrine Van Gilve. J'ai hâte de conclure cette 3e place. Pouvoir me profiter de mes proches et puis depuis que Charlie est arrivé forcément la course est toujours un petit peu différente donc ouais, j'ai vraiment hâte d'arriver et de profiter de tout ça. T'imagines un peu ce qui peut se passer au sable ou t'essayes de rester focus pour l'instant sur l'essentiel? Me concernant, je me projette pas trop. J'ai vu l'arrivée de Charlie, on m'a envoyé quelques photos, j'ai suivi un peu sur les réseaux. Ah, c'est incroyable, j'ai été assez ému à son arrivée, ça m'a... Voilà, ça renforce le fait que j'ai un seul rêve ultime, c'est de le remporter un jour, ce Vendée Globe. Donc ça me motive encore plus et ça me donne envie de repartir pour 2028, ça c'est certain.
C'est énorme. Il n'est pas arrivé qu'il pense déjà à 2028. Charlie Dalin évoquait également cet avenir juste après le passage de la ligne. Et toi, tu mets le cap sur quoi, Johan? Eh ben sur la réflexion. Non, je veux me donner le temps de réfléchir à tout ça. Bien sûr, c'est hyper motivant. J'ai des partenaires très engagés, très motivés, une belle équipe derrière moi. Voilà. Moi, ce qui m'inquiétait le plus, et je l'ai exprimé hier, c'est le rythme des 4 saisons entre les Vendée Globe, qui est hyper intense. J'aimerais trouver un peu de temps personnel, de temps de famille. Alors, ça sera plus facile avec une équipe qui est déjà en place, déjà rodée, mais il n'empêche que ça demande une implication absolument monstrueuse et ça ne nous laisse pas beaucoup de temps pour faire des choses à côté. Et voilà, j'espère en trouver, en tout cas, si jamais je reviens en 2028. Si jamais, mais il n'a rien dit. Il n'a rien dit, mais effectivement, rappelons aussi que c'est un vrai engagement familial et ça compte aussi. Alors, Johan, durant la course, tu as joué aussi au chroniqueur embarqué, puisque toutes les semaines pendant ta course, tu proposais l'œil du Vendée en expliquant la situation sur la carto. Alors, si ça ne te dérange pas, on va encore donner une chance à notre expert du Vendée Live, Étienne, sous l'œil de l'expert, justement, on t'écoute. Ouais, alors je suis pas au niveau, hein, tout de suite. Après, j'ai un temps très court, alors on va faire rapidement. Et là, du coup, on va partir avec le groupe de Jérémy, Sam Goodchild, Paul Meillat. Voilà, on va voir un peu ce qui va se passer dans les 48 heures. Encore une fois, c'est de la prévision. On voit, ils vont avoir un petit anticyclone à passer. Hein. C'est la zone bleue ici, ça va être un peu compliqué. Mais c'est surtout ce qui va arriver derrière. Ici, on voit les Açores et on a une grosse dépression. Et globalement, on peut s'attendre à ce que ce groupe ici aille un peu plus au sud. On a eu Paul Meillat tout à l'heure en vacation. C'est un peu ce qu'il exprimait. Les bateaux ne sont pas toujours en top santé. Donc voilà. Ensuite, pour le groupe de l'Atlantique Sud, on l'a vu avec Damien. Globalement, les groupes vont se regrouper. Ça va refaire un seul groupe. C'est Romain Athanasio qu'on a dit tout à l'heure qui arrive bien à aller vers le nord comme ça. Donc en tout cas, ça va plutôt bien se passer pour Romain. Tandis qu'ici, on a Guirec Soudé qu'on voit en gros. Et ensuite, eh bien, on a toujours le groupe Seb Marseille, Violette d'Orange, Louis Duc, qui eux vont avoir des vents contraires encore pendant 48 heures. Mais on l'a dit tout à l'heure, Johan l'a exprimé, c'est une zone où les vents sont très incertains. Donc il y a encore des choses à suivre. C'est ça, affaire à suivre, merci. Étienne, formidable, tu restes avec nous et toi, tu ne pars pas en mer. Alors, Johan, après 65 jours, pied au plancher, après ce premier Vendée Globe bouclé, cette deuxième place, comment on récupère? Tu as évoqué tout à l'heure l'ostéo, mais est-ce qu'il y a finalement une préparation ensuite, un peu comme un entraînement avant? Est-ce qu'après, il y a un suivi? Oui, il y a un suivi, ouais. Alors, on est super bien entouré aujourd'hui, on a un staff médical. Alors moi, je partage le même que celui du Vendée Globe à l'année, donc on est hyper bien encadré, notamment autour du pôle Finistère course au large. Donc voilà, il y a quelques visites médicales, de l'ostéo, des étirements beaucoup avec ma coach sportive. Et la solution la plus simple, c'est le repos. Hein. Donc voilà, il faut se poser tranquille, débrancher. Par exemple, après la New York Vendée qui était arrivée là, j'ai vraiment eu du mal à récupérer. Pourtant, c'était que 2 transats, espacé de 3 semaines en plus entre les deux. Et arrivé à mi-juillet, j'avais toujours pas récupéré, 1 mois et demi après. Et j'étais pas bien. Et là, on a juste dit, on a tout stoppé, on a arrêté le sport. Et j'ai fait 1 mois et demi de break quasiment sportif. Et après, j'ai repris fin août, septembre. Parce que sinon, j'y arrivais pas, quoi. Donc à un moment, il faut ralentir le rythme. Le corps a quand même quelques limites. Oui, c'est ça. Et effectivement, on l'a vu. Hein, ça reste violent. Et certains disent, qui ont déjà fait le Vendée Globe, qu'ils mettent plusieurs mois, de longs mois. Alors justement, puisqu'on parle de break, c'est quoi le programme? C'est quoi tes prochaines vacances? Du coup, j'essaye de faire en sorte que ça ne va pas durer trop de mois. Donc, je fais un peu tout, hein, même jusqu'à la prépa mentale et tout, en sortie, les débriefs, pour vraiment évacuer tout ça le plus possible. Et ben, on a les vacances scolaires dans 3 semaines, je crois. Donc, voilà, écoute, j'emmène les puces au ski pour 2 semaines à la montagne, voir autre chose. Ça fait du bien, la montagne, non? Ça fait du bien. Ouais. Et puis, tu en profiteras peut-être aussi après pour voyager. Tu as vu tout en mer, tu verras sur terre. Après, la saison recommence très vite pour nous. On recommence mi-mai avec 1 mois de sortie clients et invités avec les sponsors. Et puis après, le Fastnet, le Tour d'Europe, la Transat Jacques Vabre. Le bateau, il part 5 mois sur l'eau cette année. C'est intense. Bon. Voilà. Une pause, c'est essentiel. Merci, Johan, d'avoir été avec nous en direct 24 heures seulement après ton arrivée. Quel plaisir d'avoir eu le 2e du Vendée Globe. Merci au public, toujours plus nombreux. Étienne, on se retrouve bien sûr demain à 12h30. N'oubliez pas également de suivre en direct l'arrivée de Sébastien Simon, c'est sur les réseaux sociaux. Et ensuite, après, sur le chenal pour accueillir le plus vendéen des Vendéens. Et nous, on va terminer avec Violette d'Orange qui prend de la hauteur
pour réparer et peut-être pour mieux apercevoir la ligne d'arrivée. Salut. Ça y est, j'ai réussi à récupérer la pièce, je suis en haut du mât. Ça bouge pas mal. Regardez ça. 28 mètres de hauteur, c'est un truc de fou. La mer est magnifique. C'est à la fois effrayant et à la fois trop beau. Mais je vais vite redescendre. Allez,